Alors c'est trois personnes qui sont malheureusement décédées très récemment. Carl Wolf, lui, donc en bas à gauche, est décédé il y a 2 ans d'un un étrange accident de camion, vélo. Il s'est fait écraser par un camion alors qu'il était en vélo, très très louche. Et donc lui annonçait à cette conférence que à l'époque il était réparateur de matériel de reproduction photo pour la NASA. Et c'était à l'époque des missions Lunar Orbiter de repérage de la Lune avant les missions Apollo. Et il était intervenu sur un appareil qui était en panne et le gars dans le labo là lui a montré ou lui aurait montré des images de base sur la Lune. Donc là, il affirme que quelqu'un lui a montré des photos là qui arrivaient de la sonde Lunar Orbiter et il y avait des bases sur la Lune. Bon, donc là, c'est quand même un témoignage extraordinaire. Qui vient Et corroborer ce que nous a raconté Ingo Swann dans ses visions à distance sur la Lune, par exemple. tout à fait, exactement. Donc ça, bon, premier témoignage quand même, bon, qui pèse lourd, quoi. Bon. Et un deuxième témoignage en bas à droite, Clifford Stone, bon, lui aussi, bon, décédé cette année. Bon, là, dans des circonstances qui sont a priori normales, mais j'en sais pas plus. Et donc, lui raconte, alors pareil, que sa mission, il faisait partie d'une unité chargée de ramasser des épaves d'OVNI et des corps. Bon, lui, il affirme ça. Pareil, bon, tu te dis, waouh. Et il affirme même, alors ça, l'information est intéressante, qu'il y aurait même, lui, il affirme il avait connaissance de 57 races différentes. Alors, on y reviendra à la fin de la présentation. Donc lui, il annonce quand même qu'en 1989, ils ont recensé 57 races qui nous visitent. Ça en Quand même, fait du monde alors, qui voilà, passe ça. parce que moi je connaissais les petits gris, les grands gris, les Les montres dracos, disons religieuses. voilà, bon, mais 57, ça fait beaucoup. Bon. Et l'autre témoignage très intéressant aussi dans cette conférence, et c'est vraiment ce témoignage qui va servir comme base technique pour les recherches sur comment ça marche, c'est le témoignage de Mark McCandlish. Lui qui était lui Mark McCandlish, il était dessinateur, dont il réalise des graphismes, des graphiques ou des pochettes et donc, tout ce qui est illustration, pardon, voilà, je trouvais plus le nom, des illustrations pour à la fois des magazines, par exemple Aviation Week, des choses comme ça, ou pour l'armée, tout ce qui était armes du futur, avions du futur. Bon, il réalisait des dessins comme ça. Et le témoignage qu'il raconte, alors, certainement les Nuriens le connaissent, beaucoup de Nuriens doivent connaître son témoignage. Il raconte que, donc là on est en 2001, hein, la présentation elle est eu en 2001, lui va le raconter une anecdote qui se passe en 1988, novembre 88, où il devait aller visiter un salon de l'armée, un show aérien avec un collègue qui s'appelle Brad Sorenson, et c'était un week-end, sauf qu'il doit décommander la visite juste la veille, parce qu'on lui a commandé la plaquette ou la couverture du prochain magazine Aviation Week, quelque chose comme ça, et comme c'était super bien payé, que c'était urgent, bon, bah, il est obligé de décommander, il fait ça le week-end, et le lundi, son copain le rappelle, et lui dit, bah, t'aurais dû venir, parce que j'ai vu des trucs que j'aurais pas dû voir. Et le gars raconte qu'il aurait vu 3 soucoupes volantes stationnées dans les locaux de Lockheed Martin, qui est le plus gros fournisseur équipementier de l'armée américaine. Et le gars, en plus, il y avait il y avait des dessins, etc., et des éclatés qui présentent l'intérieur. Et donc, il avait déjà pris des notes. Et il présente tout ça, il passe ces informations à Mark McCandlish, qui lui va retravailler et redessiner ce que son ami a vu. Et donc, c'est le dessin, tu peux passer au slide suivant. Donc cet engin est appelé dans le milieu le Fluxliner. Donc c'est pas un engin extraterrestre, c'est ce qu'on appelle
une reproduction d'engins aliens. De la rétro-ingénierie. C'est ça, c'est un alien reproduction véhicule qui, soi-disant, donc là, Mark McCandlish raconte que son copain a vu ça donc en 1988, mais que c'était déjà un ancien modèle qui était exposé, et il a sorti des photos qui datent de 1967 où on voit cet engin en vol. En 1967. Ça voudrait dire que cet engin avait été conçu donc, par Lockheed Martin dans les années, début des années 60 ou fin des années 50. Ouais. D'accord ? Ça laisse imaginer ce qu'ils savent faire maintenant. Tout à fait. Bon. Donc, quand tu vois ça, tu dis, bah ok. Donc, une fois, moi, que j'étais convaincu de la réalité du phénomène et qu'il y avait, ce qui me gênait vraiment énormément, c'était comment ça marche d'un point de vue physique. Quand, par exemple, tu vois un tour de magie à la télé dont un magicien te fait un tour de magie, franchement, ça énerve. Toi, tu fais partie de ceux qui ont envie de comprendre l'envers du décor. Ah oui, non, mais ça, je supporte pas. Ça ne pas comprendre comment le gars, il a fait son tour de magie. Mais oui, ça bon. Et là, pareil, quoi. Là, tu te dis, mais je veux comprendre comment ça marche. Surtout si les Américains ont pu le faire dans les années 50, bon, bah, ça veut dire que c'est une technologie qui est accessible. C'est ça le truc. C'est que, bon, ok, c'est si vraiment, et puis ça, bah, tu vois, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, ou bon, bon. Donc tu veux, mon problème, c'était, ok, je veux comprendre comment déjà le phénomène OVNI peut être compatible avec la physique actuelle, ou où est-ce que la physique se trompe, ou, ben, voilà, où est la faille en physique qui permet de comprendre comment ça marche. Et donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à creuser le sujet. Bon, ça c'est quand même pas tout de suite que j'ai cherché ça. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à la technique du phénomène OVNI. C'est fin 2015, début 2016. Avant, j'avais besoin de me convaincre et bon, étudier ou lire plein de livres, mais qui sont des livres classiques sur des témoignages, etc., mais pas sur la technique. Et à partir de fin 2015, début 2016, là, je dis bon, ok, maintenant, je suis convaincu, je sais, ils sont là, nous sommes visités. C'est une réalité. Voilà, nous sommes visités, ça j'en étais intimement persuadé. Maintenant, ça m'intéresse plus de lire des témoignages supplémentaires qui vont toujours essayer de nous convaincre que le phénomène existe, parce que il y a énormément de livres. On cherche toujours à convaincre les sceptiques. Bon, donc une fois que tu es plus sceptique, t'as envie de passer à la question suivante. Que veulent-ils et comment ça marche? Comment ça marche? Voilà, C'est un peu ton credo. Voilà. Et donc, j'ai cherché qu'est-ce qu'on avait comme information disponible sur Internet. Bon, alors des bouquins sur l'antigravité, donc il n'y en a quand même pas énormément. Il y en avait, bon, oui, j'en ai lu 2 ou 3. Et un des livres les plus intéressants était, alors on va le voir à l'écran, celui-là. Un peu plus, ouais, parfait. Ouais, on le voit là, ok. Secrets of Anti-Gravity Propulsion. Voilà. Donc ça, c'est un livre écrit par Paul Laviolette, qui est une mine d'or d'un point de vue information technique. Et alors après, tu vas pouvoir passer au slide suivant. Donc avant de parler de Tesla, en fait, ce livre parle énormément d'un autre chercheur américain qui s'appelle Thomas Townsend Brown. Donc tu l'as à l'écran, ce slide? Tout à fait. Ah oui, ouais, je suis. Et Thomas Townsend Brown, alors c'était aussi un génie de l'électricité, en gros, de l'électrotechnique. Et en gros, à 16-17 ans, il joue déjà avec 50 000 volts, en fait. Il se fait déjà des montages avec 50 000 volts. Et il s'amuse avec des gros condensateurs à huile. Et il s'est aperçu que s'il les mettait sur une balance, eh bien, ces condensateurs à huile, le poids changeait selon la polarité. Si tu avais le plus en haut, le moins en bas ou le contraire, tu arrivais à changer le poids du condensateur.
Quand tu allumes, quand tu mets la tension de 50 000 volts, donc l'effet ne dure pas longtemps, c'est juste à la mise sous tension, il s'apercevait qu'il se passait quelque chose de louche. Et donc il y a un effet maintenant qui s'appelle l'effet Bifield-Brown. Brown, bah, c'était son nom, et Bifield, c'est le nom de son professeur quand il était donc étudiant à l'université. Le seul qui s'intéressait à ses travaux ou qui l'encourageait dans ses recherches, c'est son professeur qui s'appelait Paul Bifield. Bon. Et il a sorti, donc ça c'était dans les années, tu vois, 1924-1929, donc ses premiers travaux ont commencé en 1924, et il a fini par sortir des brevets et un article dans une revue. On voit là, il y a la photo. How I Control Gravitation, donc qui est sorti dans une revue en août 1929, où il explique que, eh bien, il arrive à créer des effets qui sont typiques de la gravitation ou équivalents de la gravitation quand il va placer ces gros. Donc ça, c'est des gros condensateurs à huile. Là, la photo qu'on voit en dessous, c'est des gros condensateurs donc il fabrique lui-même et il s'amuse soit à les suspendre dans un bain d'huile, et là, il montre que le condensateur, il cherche à avancer quand il met la tension. Soit il est suspend sur un système qui peut tourner, et il les met en rotation. Bon. Et alors, cet effet aujourd'hui est décrié, parce qu'il a continué ses travaux, ce gars-là, dans Thomas Thomson Brown. Donc, il a fait carrière dans la Navy, dans les radars. C'est quelqu'un qui a participé à l'expérience de Philadelphie en 1943. C'est l'un des acteurs majeurs de l'expérience de Philadelphie. C'est lui. Lui, il a vraiment participé à ça. Et il était spécialiste des hautes tensions et des radars. Et l'expérience de Philadelphie, c'était rendre un bateau, le fameux bateau, je sais plus, j'ai oublié son nom, invisible au radar grâce à de la haute tension. Donc lui, il était vraiment au cœur du projet. Et oui, après, en fait, il a continué ses recherches, mais il a été dont les montages qu'il mettait en œuvre avec des disques étaient dans l'air, et en fait, il y a un autre effet dû à la présence d'air qui vient se cumuler au premier effet qu'il avait détecté, et donc tous ces détracteurs lui disent non, mais l'effet Bifield-Brown, c'est parce qu'il y a de l'air, et donc ils ont en partie raison. Il y a effectivement des choses qui sont dues à la présence d'air dans les montages qu'il a fait dans les années après 50-60 et qui l'ont décrédibilisé, alors que ses premiers montages mettaient vraiment en œuvre quelque chose qui, on va voir, qui est les prémices de l'antigravité.